First of all, I would like to thank Jean-Louis Verger-Gaugry for inviting me. But as you can see, my English is not very fluent, so I'll speak in French, but the notes are written in English. So if you have some problem, you can look at the notes. It's a pleasure for me to recall Salem's and PISO results, because my advisor was Charles PISO, and I offer this mini course in honor, in memoriam to PISO. Alors, the title is in English, so I can let it in English. From Salem numbers to the Mahler measure of K3 surface. En fait, je voudrais vous montrer comment, à partir des nombres de PISO, des nombres de Salem, les recherches ont progressé petit à petit vers la mesure de Mahler, quels étaient les problèmes qui se posaient, pour que l'on s'intéresse à la mesure de Mahler de polynômes, parce qu'il va être question dans tous ces exposés de polynômes. Pour les nombres de Salem et de PISO, ce sont des polynômes d'une seule variable. Quand on généralise à la mesure de Mahler, ce sont des polynômes de plusieurs variables. Quand vous avez deux variables, les polynômes peuvent définir des courbes de genre 0 ou des courbes de genre 1 ou des courbes de genre 2, ou etc. Et quand vous avez un polynôme de trois variables, certains polynômes peuvent définir des qui sont particulières, qu'on appelle les surfaces K3. Et les formules sur les mesures de Mahler que l'on obtient pour deux variables et qui définissent des courbes de genre 1, des courbes elliptiques, peuvent se généraliser aux surfaces K3 parce que les surfaces K3, en quelque sorte, sont des généralisations des courbes elliptiques. Mais les deux premiers cours seront essentiellement centrés sur les nombres de Salem. Ce que l'on en sait, les principales propriétés, à mon avis, et les grands problèmes. Bon, donc, le premier cours, ça va être nombre de Salem. Construction de Salem. Construction de Salem. Et réciproque de Boyd. Et là, je vous expliquerai comment Boyd a pu établir une liste de 43 plus petits nombres de Salem, 43 plus petits Salem. C'est les 43 plus petits Salem connus. À cette liste de 43, récemment a été ajouté 4 autres petits nombres de Salem qui sont vers la fin de la liste des 43, qui ont été découverts récemment, mais jamais, chaque fois que l'on trouve un autre petit nombre de Salem, jamais cette liste qui a été établie par Boyd en 1977 n'a été mise en défaut. Et pourtant, on ne sait pas s'il existe un plus petit nombre de Salem. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce premier cours. Alors, un petit peu d'historique. En 1917, Peirce étudiait des nombres premiers. Il souhaitait obtenir des grands nombres premiers. Alors, il a proposé la construction suivante. Étant donné un polynôme P, P de x, unitaire, avec les racines alpha i, donc produit de i égale 1
jusqu'à d de x moins alpha i et à coefficient entier. Peirce regardait la quantité delta n qui est égale au produit de i égale 1 jusqu'à d de alpha i à la puissance n moins 1. Et d'après la théorie de Galois, on peut voir que les delta n sont des entiers. Vous remarquerez que les nombres de Mersenne sont obtenus pour le polynôme p de x égale x moins 2. Alors pourquoi il s'est intéressé à ces quantités-là? Parce qu'il s'est aperçu qu'il était beaucoup plus facile de les factoriser que de factoriser un entier au hasard. Il a vu diverses propriétés, que si m divise n, ça entraîne que delta m divise delta n. Et donc, il a essayé de regarder, il regardait les nombres premiers, delta p sur delta 1. Delta 1 divise delta p, il regardait et il essayait de factoriser ça et de trouver des grands nombres premiers. Cette construction-là a été reprise par Lemmer en 1933. Et Lemmer s'est aperçu de la chose suivante, c'est qu'il pouvait obtenir davantage de nombres premiers et sans trop d'efforts, en faisant pas trop de division pour essayer de voir s'ils étaient premiers, en considérant ces quantités delta p sur delta 1, mais que c'était beaucoup plus facile si une certaine quantité, delta n plus 1 sur delta n, si la quantité delta n ne croissait pas trop vite, donc si delta n plus 1 sur delta n ne donnait pas un nombre trop gros. Autrement dit, si la limite de valeur absolue, lorsque n tend vers l'infini, de valeur absolue de delta n plus 1 sur delta n était un nombre qui n'était pas trop gros. Et ce nombre, ça définit une mesure sur le polynôme p de départ. En fait, ce que vous remarquez, c'est que alpha i puissance n plus 1 moins 1 sur alpha i à la puissance n moins 1, en valeur absolue, ça va tendre vers valeur absolue de alpha i si, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers ça si le module de alpha i est plus grand que 1. Et ça tend vers 1 si module de alpha i est plus petit que 1. Bon. Donc, donc cette quantité va tendre vers, lorsque la limite, ça sera une certaine quantité que Lemmer a appelée oméga, oméga de p, qui est donc le produit pour i égale 1 jusqu'à d du maximum de valeur absolue de alpha i et de 1. Et alors, à partir de là, il a essayé de regarder quel polynôme donnait des quantités oméga, des mesures. Ce sera ça la mesure de Malheur après, mais bon, en 1933, Malheur n'avait pas généralisé cette chose-là. Il n'avait pas introduit sa mesure, qui sert en transcendance. Et donc, je vais vous lire ce que dit Lemmer, parce que c'est très intéressant, cette page de son article fondateur. Si vous permettez, je le lis en anglais. The following problem arises immediately. If epsilon is a positive quantity, to find a polynomial of the form x to the r plus a1, x to the r minus 1 plus a, where the a's are integers, such that the absolute value of the product of those roots of f which lie outside the unit circle lies between 1 and 1 plus epsilon. Alors, trouver un polynôme tel que cette quantité-là, pour le polynôme, soit comprise entre 1 et 1 plus epsilon. Et il dit, this problem of interest in itself is especially important for our purposes. C'est ce que je vous ai expliqué. Et il ajoute, whether or not the problem has a solution for epsilon less than 0.176, we do not know.
Et alors, il continue et il va trouver les meilleurs polynômes, c'est-à-dire ce qu'il appelle les meilleurs, c'est ceux pour lesquels la mesure est la plus petite possible. Alors, il va les prendre par degrés. Donc, il va considérer, et alors il dit, the best linear function is of course x minus 2. The best, vous voyez que la mesure est 2. The best quadratic is x to the square minus x minus 1. Et la mesure, c'est 1,618. Et ça, c'est le nombre d'or. The best cubic is x to the 3 minus x minus 1. The best quartic is x to the 4 minus x minus 1. Et alors après, il dit, the examination of all quantic equations would require much time. The above results would all suggest that good examples might be found among trinomial equations. We have accordingly examined all trinomials of degree 5, 6, and 7 with the following results. The best trinomial quantic is, je vais vous mettre la liste, x to the 5 minus x to the 3 minus 1, x to the 6 minus x minus 1, x to 7 minus x to the 3 minus 1. Et après, none of the equations given above have a root on the unit circle. Donc, il a regardé ces choses ici et il s'est aperçu que ces polynômes n'avaient aucune racine de module 1. Et puis, il s'est intéressé aux polynômes symétriques. Another important class of polynomials are those which are symmetric. The best polynomials of this type have all their roots, but 2 on the unit circle. Il s'est aperçu que là, il y a la classe de polynômes intéressants pour avoir une plus petite mesure, c'était que ces polynômes aient toutes leurs racines sur le cercle unité, sauf 2. Une à l'extérieur du cercle unité et une à l'intérieur. Et il cite the best polynomial in degree 2, 4, 6, 8 are x to the square minus 3x plus 1, x to the 4, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis en anglais, 4 moins x3 moins x2 moins x plus 1, x6, et je vais vous expliquer moins x4 moins x3 moins x2 plus 1, x6, x8 moins x5 moins x4 moins x3 plus 1. Et il conclut, we have not made an examination of all degree symmetric polynomials, but a rather intensive search has failed to reveal a better polynomial than the famous polynomial, Lemma polynomial, which is the best one. It's a polynomial of degree 10, x to the 10 plus x to the 9 minus x to 7 minus x to 6 minus x to 5 minus x to 4 minus x to 3 plus x plus 1. Lemma's polynomial. Et le polynôme de Lemma a pour mesure 1,1762, etc. Bon, alors une petite remarque avant de, avant de continuer. Une petite remarque, c'est que toute la liste, cette liste dont a parlé Lemma, ben en fait, ça représente 2. C'est le plus petit élément de l'ensemble dérivé seconde de l'ensemble des nombres de Puiseux. Et là, je vais vous expliquer après la définition. Celui-là, c'est le plus petit élément de l'ensemble dérivé de l'ensemble des nombres de Puiseux. Ça, c'est le plus petit nombre de Puiseux. Ça, c'est le deuxième plus petit Puiseux. Alors, ceux-là, je ne sais plus. Je pense que je ne sais plus. Là, bon, donc, c'est le plus petit, la plus petite unité quadratique.
Là, c'est le plus petit nombre de Salem en degré 4, plus petit Salem en degré 6 et plus petit Salem en degré 8. Donc, ces nombres déjà, qu'on a retrouvés par ailleurs, après beaucoup de calculs, ces nombres, déjà, ils jouaient un rôle dans le papier de Lemmer. Bon, alors, j'en viens maintenant à la définition des nombres de Piso. Définition. Alors, un entier algébrique, enfin un nombre θ supérieur à 1 est un nombre de Piso si θ est un entier algébrique. Ça veut dire que son polynôme minimal est unitaire, à coefficient entier, dont tous les autres conjugués ont un module, enfin, on va dire, sont dans module de z strictement plus petit que 1. Et un nombre tau supérieur à 1 est un nombre de Salem si tau est un entier algébrique dont tous les conjugués sont dans module de z inférieur ou égal à 1 avec effectivement des conjugués de module 1, c'est ça qui est important, avec effectivement des conjugués de module 1. Bon, c'est dans les définitions la définition des nombres de Salem que Macmullen et certains auteurs maintenant prennent, ils ne rajoutent pas cette condition, mais, donc autrement dit, ils intègrent dedans les unités quadratiques, les choses comme ceci. Mais bon, on va voir que, bon, évidemment, les unités quadratiques, c'est un petit peu bâtard, mais quand même, elles rentrent dans la construction de Salem. Donc, je pense qu'il vaut peut-être mieux garder l'ancienne définition. Bon, alors maintenant, je vais vous faire la construction de Salem. Il y a un résultat très important de Salem en 1945. C'est le théorème suivant. C'est que soit θ un nombre de Piso de polynôme minimal grand P alors soit Q le polynôme réciproque du polynôme P, donc soit Q tel que Q de Z égale Z à la puissance degré de P, P de 1 sur Z. Alors, on va dire que le degré de P égale petit p. Alors, il existe une suite de nombres de Salem
qui tend vers θ, à droite, et aussi une suite de nombres de Salem qui tend vers θ à gauche. Bon, alors, pardon. Le quoi? Non, c'est vrai, mais il intervient dans la construction. Vous avez tout à fait raison, là dans l'énoncé, j'en ai pas besoin. Vous avez tout à fait raison. Ou j'aurais dû le mettre avant pour dire, bon voilà, c'est exact. Bon, alors, alors, donc je vais vous donner la preuve de Salem, parce que, bon, elle se suffit à elle-même, et puis elle est très belle. Donc, on va considérer, alors d'abord, il y a le polynôme Q. Bon, c'est bon. Alors, premier cas, le nombre θ n'est pas une unité quadratique, n'est pas de cette forme-là. Ce qui veut dire que le polynôme P et le polynôme Q sont différents. Premier cas, P est différent de Q, ce qui est équivalent à θ non unité quadratique. Alors on regarde Rm de x, Rm de z, ce polynôme Rm de z qui est égal à z à la puissance m, P de z. Alors on va mettre un plus ici, puis après on verra ce qu'on peut faire, plus Q de z. Et voilà le polynôme Q. Alors une première remarque, c'est que sur module de z égale 1, comme P c'est un polynôme à coefficient entier, donc réel, hein, eh bien sur module de z égale 1, en valeur absolue, Zm P de z, c'est la même chose que la valeur absolue de Q. Alors, on va regarder la quantité Zm P de z sur Q de z. Et ceci, on ne va pas la regarder sur module de z égale 1, puisque je vous ai dit que ça en valeur absolue, c'était égal à 1. On va la regarder sur module de z égale 1 plus epsilon. Donc on se place sur module de z égale 1 plus epsilon. Et on va choisir cet epsilon. Il va y avoir plusieurs choix, plusieurs restrictions sur epsilon. C'est que le polynôme P, comme je vous ai dit, c'est le polynôme minimal d'un nombre de Piso, donc il a comme racine, j'ai marqué ses racines, ça c'est le cercle unité. Donc il a une racine θ qui est plus grande que 1, et puis des racines à l'intérieur. Et le polynôme Q, qui est le polynôme réciproque, il a comme racine l'inverse de ces nombres-là. Donc ça c'est le polynôme P. Et le polynôme Q, il aura ici 1 sur θ comme racine, et puis l'inverse de ces racines-là, qui vont se trouver à l'extérieur du cercle unité. Donc on va choisir epsilon de façon à ce que le polynôme Q n'ait pas de racine dans une couronne 1 et 1 plus epsilon. Vous voyez, ça c'est possible. Donc epsilon suffisamment petit. Alors epsilon petit tel que Q soit sans racine dans la couronne, module de z, compris entre 1 et 1 plus epsilon. Voilà. Donc on a une première restriction. Et ensuite, on va écrire ceci, valeur absolue de z puissance m. Alors, z moins θ sur 1 moins θz, et puis il va rester produit avec les autres racines de P, produit de 1, de I égale 1 jusqu'à P moins 1. J'ai dit que, oui c'est ça, que le degré de P, du polynôme P c'était P, mais ce n'est pas un nombre premier. Hein. Simplement, je crois que dans la démonstration de Salem, c'est ce qui prend P. Alors, de Z moins alpha I sur
1 moins alpha i étoile z, où alpha i étoile, c'est égal à valeur absolue de alpha i au carré divisé par alpha i. Voilà. Donc on l'écrit comme ceci. Bon. Peut-être je peux effacer là quand même les rappels. Oh mince. Bon, alors, on se place donc, je vous ai dit, sur module de z égale 1 plus epsilon. Alors, tout d'abord, le produit. Le produit de i égale 1 à p-1. En valeur absolue, il est supérieur à 1. Ça, c'est des propriétés de la transformation conforme. Donc, tout d'abord, le produit de i égale 1 à p-1 de z moins alpha i sur 1 moins alpha i étoile z, module là, il est supérieur à 1 sur module de z égale 1 plus epsilon. Ensuite, on regarde le module de z moins θ sur 1 moins θz. Toujours sur module de z égale 1 plus epsilon. Et on s'aperçoit qu'il est supérieur au module de la valeur prise en 1 plus epsilon, donc supérieur à θ moins 1 plus epsilon. Alors, deuxième restriction, on va choisir θ supérieur à 1 plus epsilon. Donc deuxième restriction sur θ. Et divisé par θ fois 1 plus epsilon moins 1. Et puis ça, il y a un truc, il faut l'écrire d'une certaine façon. Il est supérieur à 1 moins epsilon θ plus 1 sur θ moins 1. On s'arrange encore pour que ce soit positif. Donc, encore une restriction, epsilon plus petit que θ moins 1 sur θ plus 1. Bon, et on va le prendre un petit peu plus petit parce que ça va nous servir, après à notre majoration, on va le prendre plus petit que 1,5 de θ moins 1 sur, sur θ plus 1. Et alors maintenant, on a tous les éléments pour évaluer la valeur absolue de Zm P de Z sur Q de Z. C'est supérieur à 1 plus m epsilon, facteur de ce que j'ai mis ici. Donc il y a le 1 qui correspond à ça, ça correspond au Zm, et puis cette chose ici, facteur de 1 moins epsilon, θ plus 1 sur θ moins 1. Bon, on développe, c'est égal à 1 plus epsilon facteur de m moins θ plus 1 sur θ moins 1. Voilà. Et puis moins m θ plus 1 sur θ moins 1 epsilon carré. Bon. Alors, comme je vous ai dit, on prend epsilon plus petit qu'1,5 de θ moins 1 sur θ plus 1. On prend m, on va choisir m maintenant, m suffisamment grand. Donc on va prendre m supérieur à 2 fois θ plus 1 sur θ moins 1. Et avec toutes ces conditions-là, on finit par voir que ça, c'est strictement plus grand que 1. Et alors là, on va appliquer le théorème de Rouchet, qu'on appliquait beaucoup dans ces sortes de problèmes. Alors, donc, par le théorème de Rouchet, ceci nous entraîne que dans module de z inférieur à 1 plus epsilon, eh bien, Zm P plus Q a un nombre de racines égal au nombre de racines de Zmp. Ah, donc, alors je regarde combien il y a de racines à l'intérieur. Il a m
plus, alors P, il les a toutes sauf une, m plus P moins 1 racine. Bon, c'est un polynôme de degré m plus P. Donc ça signifie que l'autre racine, elle va être forcément réelle et elle va être en module plus grande que 1 plus epsilon. D'où, alors on va lui donner quand même un nom, Rm de z. Peut-être que j'ai même donné ce nom. Oui. Donc Rm de z a une seule racine réelle. Et là, je vais un peu vite. Dans module de z est supérieur à 1 plus epsilon, mais epsilon peut être choisi arbitrairement petit, donc ça va nous entraîner que Rm de z a une seule racine réelle, notée tau m, dans module de z plus grand que 1. Bon. Alors maintenant c'est presque fini. Parce que Rm, c'est un polynôme réciproque, c'est-à-dire qu'il vérifie Rm de z égale z puissance son degré fois le polynôme pour la variable 1 sur z. Donc, ça veut dire que s'il a une seule racine dans module de z supérieur à 1, il va avoir une seule racine dans module de z plus petit que 1, ce polynôme Rm, les autres racines vont être toutes de module 1. Bon, c'est presque fini, on aimerait bien que tau m soit un nombre de Salem. Bon, donc ça veut dire que Rm de z, maintenant, il peut avoir des facteurs cyclotomiques, il peut y avoir ces facteurs cyclotomiques. On va s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'on va diviser Rm de z par tous les facteurs cyclotomiques, et il va nous rester un polynôme qui a une racine de module supérieur à 1, une racine de module plus petit que 1, et espérons-le, des racines de module 1. Donc ça, on va voir dans un instant pourquoi il a des racines de module 1. Et quand on aura montré qu'il a des racines de module 1, eh bien, ça sera fait. On saura que tau m, c'est un nombre de Salem. Et dans la démonstration, on va essayer de voir où se trouve le tau m. Et en essayant de la construire, cette suite, eh bien, on va se rendre compte que tous les tau m sont ou plus grands que θ, ou plus petits que θ. Ça dépend. Bien, alors, donc on continue. Et bien. Alors, on a Q de θ, qui est le polynôme réciproque. Pardon, excusez-moi. Je reviens au polynôme P de θ. Alors, au polynôme P de z. Donc, vous voyez, ce polynôme P, il n'a qu'une seule racine réelle entre 1 et l'infini. Donc, ça veut dire que si on considère le polynôme P de x pour la variable réelle, à ce moment-là, vous avez, voilà, ça c'est 1, voilà θ. Ce polynôme P de x, il va, au voisinage de θ, avoir la forme suivante. Je dessine très mal, ça m'agace. Voilà, il va avoir la forme suivante, ici θ. Donc, ça veut dire que le P', le vecteur P' de θ, enfin, il est positif. Donc, P' de θ est positif, et il va le rester dans un petit intervalle autour de θ. Donc, en fait, P' de θ est supérieur ou égal à mu, qui est un nombre positif, pour θ appartenant à un petit intervalle, pardon, qu'est-ce que j'ai mis? P' de z. Ouais. Est supérieur à mu pour z appartenant à un petit intervalle θ moins sigma, θ plus sigma. Bon, et alors maintenant, on va considérer, on va la choisir, cette suite tau m. C'est-à-dire qu'on va choisir un delta qui en valeur absolue est égal à 1 sur racine de m. Et ce delta,
qui va être en valeur absolue plus petit que sigma. Donc, on regarde maintenant Rm de θ plus delta. Bon, si vous regardez Rm de θ plus delta, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est égal à θ plus delta à la puissance m, P de θ plus delta, et puis plus Q de θ plus delta. Mais vous voyez que si m est suffisamment grand, c'est ce terme-là qui va prévaloir. Donc son signe sera le signe de P de θ plus delta. Donc Rm de θ plus delta a le signe de P de θ plus delta. Et d'après cette chose ici, ce que vous voyez ici, P de θ plus delta, il a le signe de delta. Hein, puisque tel... Donc, a le signe de P, donc de P. J'écris. Qu'est-ce que j'écris? Excusez-moi, il y a un truc que je ne vois plus. Oui, c'est ça. Donc le signe de delta, c'est ça. Donc le signe de delta. Bon. Et regardons maintenant Rm de θ. Rm de θ, puisque P de θ égale 0, Rm de θ, c'est égal à Q de θ. Donc deux choses. Q de θ, ou bien il est positif, ou bien il est négatif. Donc si Q de θ est positif, à ce moment-là, Rm, on veut avoir que le produit Rm de θ plus delta, Rm de θ négatif, pour localiser la racine. Donc Rm de θ plus delta, Rm de θ, va être négatif. Alors, si Q de θ est positif, il faut avoir que le Rm de θ plus delta est négatif. Donc, delta est négatif, si delta est négatif. Et par contre, si Q de θ est négatif, c'est le contraire. Ceci sera négatif si delta est positif. Donc, ça nous situe la racine tau m. Dans le premier cas, tau m va être comprise entre j'en ai plus besoin. Donc, dans le premier cas, tau m sera compris, appartiendra à l'intervalle θ moins 1 sur racine de m, θ. Et dans le deuxième cas, tau m appartiendra à l'intervalle θ, virgule, θ plus 1 sur racine de m. Donc vous voyez qu'avec ça, en prenant le delta tel que je vous ai dit, j'arrivais à construire une suite, cela dépend de θ, de Q de θ, qui dans ce cas est une suite de tau m qui appartient à, qui est plus petite que θ et qui va converger vers θ. Et puis, en plus, la façon dont j'ai pris le delta, qui est égal à 1 sur racine de m, donc j'ai réussi à construire une suite d'éléments tous distincts, de tau m tous distincts. Donc, une suite infinie qui tend vers θ. Et ça m'apprend plusieurs choses. C'est que le degré de tau m va augmenter indéfiniment avec m. Sinon, comme tous les coefficients qui définissent tau m, enfin du polynôme qui définit tau m, comme tous ces coefficients sont bornés, on aboutirait à une contradiction. Donc on a le degré de tau m qui augmente indéfiniment, et si le degré de tau m augmente indéfiniment, je ne peux pas avoir une suite d'unités quadratiques qui tend vers θ.
Donc ça me dit que le taux m ne sera pas une unité quadratique et donc que j'aurai des conjugués de module 1. Donc les taux m sont bien des nombres de Salem. J'ai laissé tomber un cas qui est le cas où θ est une unité quadratique. Alors c'est là où on a recours au polynôme de Tchebyshev. Alors deuxièmement, si θ est une unité quadratique, alors θ plus 1 sur θ égale R. R est supérieur ou égal à 3. Vous l'avez vu tout à l'heure, les unités quadratiques, j'en avais donné une, x2 moins 3x plus 1. Alors, on va considérer le polynôme de Tchebyshev, Tm de x, qui est défini comme étant cosinus de 2m nu pour x égale 2 fois cosinus nu. Bon, vous en avez très facilement à l'exemple des polynômes de Tchebyshev de première espèce. Polynôme de Tchebyshev de première espèce. Bon, vous avez T1 égale x, T2 égale 2x2 moins 1, T3 égale 4x3 moins 3x. Je vous donne les premiers. T3, T4 égale 8x4 moins 8x2 plus 1, etc. Bon. Alors ces polynômes de Tchebyshev, si vous les regardez, en fait, les Tm ont toutes leurs racines dans moins 2 plus 2. Leurs racines réelles appartenant à moins 2 plus 2 à l'intérieur de moins 2 plus 2. Alors on va considérer le polynôme Tm et les Tm sont de degré m. On va considérer le polynôme Tm de x facteur de x moins r, r qui est égal à θ plus 1 sur θ, moins 1. Et alors on peut montrer que ces polynômes ont toutes leurs racines réelles dans moins 2 plus 2 sauf une. Ces polynômes ont leurs racines dans moins 2 plus 2, sauf une, qui est strictement supérieure à 2. Réel est supérieur à 2. Donc réel. Sauf une, supérieure à 2. Bon, alors ce qu'on va faire, on va alors poser x égale y plus 1 sur y. Bon, je vais peut-être remonter le tout. Donc, on pose x égale y plus 1 sur y. Et qu'est-ce que l'on observe? C'est que lorsque les racines sont réelles comprises entre moins 2 et 2, ça va donner pour le polynôme en y des racines de module 1. Et lorsque la racine est unique et supérieure à 2, ça va donner deux racines réelles, l'une plus grande que 1 et l'autre son inverse. Vous n'avez qu'à voir. Donc le polynôme en y, bon, c'est un polynôme de Salem, on enlève aussi les facteurs cyclotomiques, etc. Et donc on va avoir une suite tau m qui va tendre vers l'unité quadratique d'un certain côté. Et si on le veut, une suite qui tend vers l'unité quadratique d'un autre côté, on utilise le polynôme t. J'ai oublié quelque chose. Excusez-moi, si vous avez une calculatrice, vous avez vu que j'ai fait une erreur. Je me suis trompée.
C'est-à-dire qu'il faut prendre 2 fois Tm de x ici. Si on veut avoir ce que... Je me suis trompée, vous m'excusez. Il faut que je mette un 2 ici. Pour avoir là, sinon c'est faux. Bon, donc sinon on va prendre 2 fois Tm et puis plus 1. Deux fois Tm de x, facteur de x moins r, plus 1. Et là, on aura, en faisant la même construction, en posant x après égale y plus 1 sur y, une suite de nombres de Salem qui va tendre vers l'unité quadratique. Alors, les unités quadratiques sont plutôt, par leur propriété, des nombres de Piso. D'ailleurs, on le voit là, c'est qu'il y a une suite de Salem qui tend à droite et à gauche vers cette unité quadratique. Et d'autre part, dans l'ensemble des nombres de Piso, les unités quadratiques sont des éléments de l'ensemble dérivé. Donc, à mon avis, il vaut peut-être mieux les considérer comme des nombres de Piso. Mais c'est ambigu parce que, voilà. Bon, alors maintenant, j'en viens à la réciproque à cette construction. Voilà. Donc, on était très contents. Salem avait trouvé une très jolie propriété. Et il conclut, dans son papier, I have not been able to solve the problem of the existence of other limit points than the PV numbers for the numbers of the class T. Alors, quels sont les nombres de la classe T? Ce sont les nombres de Salem. Les nombres de Salem, on les appelle, appartiennent à la classe T. Alors pourquoi? C'est curieux quand même. À la classe T, l'ensemble des nombres de Salem, on l'appelle T. Alors que l'ensemble des nombres de Piso, c'est S. Bon, ça c'est historique. En fait, quand Piso a étudié ces nombres, Salem a trouvé une propriété remarquable, c'est que l'ensemble des nombres de Piso est fermé. Toute limite d'une suite de Piso tend vers un nombre de Piso. Bon. Et alors, évidemment, c'était un résultat remarquable que même André Weil avait dit, il ne pensait pas qu'il pouvait exister comme ça dans la nature un ensemble de nombres qui soit fermé, sans qu'on le construise expressément en lui rajoutant ses points limites. Et donc, pour honorer Salem, on a appelé l'ensemble des nombres de Piso S. S pour Salem. Mais aussitôt après, Salem a trouvé sa classe de nombres tout aussi remarquable et tout aussi intrigante. Et bien, on était un petit peu coincés, alors on a pris la lettre d'après. On les a appelés l'ensemble T. Bon, alors la réciproque, donc, vous voyez, avec un nombre de Piso, on peut fabriquer beaucoup de nombres de Salem, puisqu'il y en a une infinité qui tend à droite, une infinité qui tend à gauche. Alors, on voudrait en savoir un petit peu plus sur ces nombres de Salem. Parce que les nombres de Piso sont bien connus, on sait qu'il y a un plus petit élément, un plus petit nombre de Piso, je vous l'ai cité tout à l'heure. Est-ce que c'est pareil pour les nombres de Salem? Est-ce qu'il y a un plus petit élément? D'après ce que j'ai dit, vous voyez bien qu'on ne sait pas. Bon. Et puis, comment les attraper, ces nombres de Salem? Est-ce qu'avec cette construction de Salem, on les obtient tous? Eh bien oui, en fait, on les obtient tous. Mais le grand problème sera qu'ils sont mal rangés. On ne saura pas ce que l'on attrape à partir du plus petit... Enfin, on sait ce qu'on attrape à partir du plus petit Piso. On sait, mais on ne sait pas si on attrape les plus petits Salem à partir des nombres de Piso bien rangés. On ne sait pas. Ça vient un petit peu au hasard. Donc, Boyd, lui, en 1977, dans un papier à Duke, a établi un résultat remarquable. Boyd, 1977, dans un papier à Duke, eh bien, il a montré que tout nombre de Salem peut être obtenu à partir de la construction de Salem, à partir de la construction précédente. Donc, en fait, théoriquement, on les a tous. Mais on ne sait pas comment ils sont. Donc, le théorème de Boyd, c'est le suivant. Théorème. Alors, soit Q, un polynôme unitaire,
soit Q unitaire à coefficient entier appartenant à Z de Z de degré Q qui est réciproque ou antiréciproque, c'est-à-dire qui vérifie Q de Z égale epsilon Z à la puissance Q, Q de 1 sur Z, avec epsilon égale plus ou moins 1. Si epsilon égale 1, il est réciproque. Si epsilon égale moins 1, il est antiréciproque. Qui n'a qu'une seule racine ayant Q-2 racines de module 1. Et les autres racines, bon, il est réciproque. Il y en a une de module supérieur à 1, une seule racine sigma et une seule racine sigma. Supérieure à 1, donc une seule racine 1 sur sigma plus petite que 1. Bien. Bon, à cela, dans le théorème, il y a un petit truc technique pour ne pas traîner des dénominateurs c'est que si epsilon égale 1, et si Q est pair, alors il faut supposer que le coefficient médian de Q est pair. Ça ne veut pas dire, c'est pas bien contraignant. Si tel n'était pas le cas, vous multipliez Q par le polynôme Z au carré plus 1, le polynôme cyclotomique Z au carré plus 1, et vous obtiendriez cette condition-là. Donc on se donne un polynôme Q comme ceci. Alors, il existe un polynôme de Piso, c'est-à-dire le polynôme minimal d'un nombre de Piso. Il existe P0, polynôme de Piso. Tel que, alors de degré K, tel que Q de Z soit égal à Z puissance N P0 de Z plus epsilon Z puissance K P de 1 sur Z, P0 de 1 sur Z. Ici, son polynôme réciproque. Bon, alors là, je vais vous faire la démonstration parce qu'elle est vraiment très belle. Pour arriver à ce résultat-là, on va introduire une variable de plus dans le polynôme Q. Donc, on va une fois pour toutes. Bon, alors, je pense que j'ai mal calculé mon coût parce qu'après, je ne pourrais pas remonter le tableau. Donc la démonstration, je vais la faire sur l'autre tableau. Mais non, tant pis, je la commence là. Bon. Donc, on va considérer, vous voyez, vous avez Q de Z. Je vais introduire un polynôme de deux variables, qui est le polynôme petit q de Z et de T, qui est égal à Z puissance N P de Z, plus epsilon T, Z à la puissance K, enfin je vais l'appeler... oui, Z à la puissance K, P de 1 sur Z. Donc vous voyez, j'ai un polynôme de deux variables. Et si vous regardez par exemple dans le Hill Analytic Function Theory, au chapitre 12, dans le volume 2, le Hill c'est à deux volumes. Si vous regardez dans le volume 2, vous voyez que cette équation-là définit une courbe algébrique. Une courbe algébrique avec n plus k branches. Attendez, oui c'est k, j'ai bien dit ça. Donc Q de Z et de T définit une courbe algébrique avec n plus k branches
Ces branches correspondent aux zéros en z de cette équation, et ces zéros en z, ils dépendent de t. Hein? Donc cette courbe algébrique, on l'appelle petit z égale grand z de t. Mais il y a plus. Si vous lisez attentivement le théorème, il s'applique à ce polynôme-là. Il y a plus, c'est que en fait, c'est une fonction analytique, cette courbe algébrique. Et ça signifie, c'est aussi une fonction analytique, et ça signifie qu'on peut passer d'une branche à l'autre par prolongement analytique le long d'un chemin fermé. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir avoir des développements et on va utiliser cette grande propriété. Bon, donc on a des branches, on a une courbe algébrique avec des différentes branches. Pensez que c'est les racines zi de t de cette équation. Hein. Alors, on fait une première remarque. Comme tout ça, c'est un coefficient réel, le p, on voit que, en fait, on va étudier ces branches pour t compris entre 0 et 1. Alors, si on suppose que t est compris entre 0 et 1, qu'est-ce que l'on voit? On voit que Zn P de Z en module est strictement supérieur au module de epsilon t Z puissance k P de 1 sur Z. Voilà. Et par contre, si t est supérieur à 1, c'est le contraire. Donc l'inégalité est renversée. Donc on voit donc la chose suivante, c'est que Q de Z et de T, alors grand A, première remarque, c'est que Q de Z et de T ne peut s'annuler, égale 0, sur module de... Alors qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai oublié de dire que c'était sur module de Z égale 1. Je pense que vous avez rétabli, mais bon, c'est idiot sinon. Hein. Égale 1 qu'on a cette inégalité-là. Donc Q de Z et de T égale 0 sur module de Z égale 1. Seulement si T, ça ne peut avoir lieu que si T égale 1. Vous ne pouvez pas l'avoir, hein, autrement l'égalité. Deuxièmement, une autre remarque, c'est que si vous calculez Q de Z moins 1 et de T moins 1, vous allez trouver égal epsilon Z T moins 1, Z à la puissance moins N moins K, Q de Z et de T. Donc, c'est-à-dire que vous allez, en raisonnant en termes de courbe algébrique, vous avez que 1 sur Z de T moins 1 est égal à Z de T. Et ça a une conséquence très importante, c'est que les branches, les différentes branches de la courbe algébrique, elles vont être échangées par une réflexion par rapport à l'axe des X, sans changer l'orientation de la courbe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on orientait les branches dans le sens des t croissants. Alors, les branches sont orientées dans le sens des t croissants. Bon, à partir de 0. Bon, eh bien, cette relation ici vous indique que les branches sont échangées par une réflexion par rapport à l'axe des X sans changer l'orientation, et elles sont échangées par une inversion par rapport au cercle unité, mais avec changement d'orientation. Alors, on va prendre un nombre alpha, soit alpha, une racine de module 1, module de alpha égale 1, de Q, de grand Q, de ce polynôme grand Q. Alors vous laissez tomber le 0, hein, on expliquera pourquoi. Donc vous considérez que grand Q c'est Zn, P de Z plus epsilon Zk, P de 1 sur Z.
soit alpha une racine de Q. Bon, si c'est une racine de Q, vous voyez que c'est quelque chose qui est obtenu pour t égale 1. Donc ça veut dire qu'une racine simple, on va dire, racine simple. Bon, ça veut dire qu'il va passer une branche, alors il existe une branche de la courbe algébrique, une branche z égale z1, petit z égale z1 de t, qui passe donc par cette racine simple, c'est-à-dire que telle que z1 de 1 égale alpha. Bon, alors maintenant, on va introduire une terminologie. C'est que, donc, vous voyez votre cercle unité qui est comme ceci. Vous avez ici votre alpha de module 1. Vous savez que vous avez une branche, là, alpha c'est Z1 de 1. Vous allez regarder le Z1 de 0. Votre branche Z1 de T, vous la suivez, elle part de 0, elle passe en 1, puis elle continue, hein, votre branche. Alors ça dépend si Z1 de 0 est à l'intérieur du cercle unité ou à l'extérieur. Donc si Z1 de 0 est ici, est à l'intérieur du cercle unité, vous avez votre branche qui va partir de là et qui va faire ceci. Voilà. Voilà ce que fait la branche qui passe par alpha. Autrement dit, si module de Z1 de 0, ça c'est le cas, Z1 de 0 en module plus petit que 1, la branche, elle fait ceci. On dit que la branche sort. On dit qu'alpha est une sortie. Autrement dit, alpha est une sortie. Alors, pourquoi j'ai fait mon dessin comme ça, hein? Vous voyez que je l'ai fait perpendiculaire. Elle sort perpendiculairement au cercle unité. Eh bien, c'est à cause de cette relation et de ce que je vous ai dit qu'il y a inversion par rapport au cercle unité, inversion en changeant l'orientation. Bon, et ça veut dire donc que la branche, elle va sortir perpendiculairement. Et ça veut dire autre chose. Si je considère le vecteur Z'1 de 1, qui est ici, ça veut dire que ce vecteur Z'1 de 1, il est proportionnel au vecteur, vous voyez là c'est perpendiculaire, il est proportionnel au vecteur Z1 de 1, et le facteur de proportionnalité, c'est un nombre lambda réel qui est positif. La branche sort. Hein. Donc dans ce cas-là, on a Z'1 de 1 égale lambda Z1 de 1 avec lambda réel positif. Voilà, quand on a une sortie, ça se passe comme ceci. Et maintenant, si le contraire, si vous avez le contraire, si vous avez que Z1, voilà votre cercle unité, 0, 1, vous avez alpha. Si votre branche, si vous avez Z1 de 0 qui en module est supérieur à 1, votre branche, elle va rentrer là en étant tangente, et voilà. Voilà la branche. Elle va faire ceci, ça veut dire que là c'est une sortie, alpha est une sortie, est une entrée. La branche elle rentre dans le cercle unité. Alpha est une entrée. Et aussi on a Z'1, vous voyez là par rapport à ça, Z'1, vous voyez le vecteur Z'1 il est comme ceci, le vecteur Z1 de 1 il est comme ça, donc vous voyez que Z'1 de 1 c'est lambda fois Z1 de 1 avec lambda réel négatif. Bon, donc c'est ça qui est très... Je crois qu'il faudrait que je me dépêche. Bon, alors comment on obtient la caractérisation de ces branches qui rentrent et qui sortent? Alors, je passe. Si alpha est une racine multiple, il y a un certain nombre de branches qui entrent, un certain nombre de branches qui sortent, et leur somme, c'est égal à la multiplicité du point alpha. Bon, alors maintenant, on va avoir, on se sert d'un critère d'entrée et de sortie. Critère d'entrée et de sortie, je vais vous l'énoncer, je vais vous expliquer comment on l'obtient. Bon, de toute façon,
Et c'est ce critère d'entrée et de sortie qui est la base de tout pour faire la réciproque à la construction de Salem. Alors, c'est ça qui est très important que je vais faire. Là, je crois que j'ai 5 minutes pour le faire. Alors, critères d'entrée et de sortie. Alors, je me place dans les mêmes hypothèses que précédemment. Le polynôme Q, il est tel que je vous l'ai donné, c'est-à-dire Q de Z, il est égal à Z puissance n P de Z plus epsilon Z puissance K P de Z moins 1. Voilà. Le degré de P, il est K, ça se voit là-dessus. Alors, on suppose que P est sans racine de module 1. Ça, c'est important. Bon, d'ailleurs, Salem l'avait appliqué à des polynômes de Piso qui n'ont pas de racine de module 1. Et alpha est une racine simple de Q. Alpha, racine simple de Q. Alors, alpha est une sortie. Si et seulement si, epsilon alpha bar à la puissance k-1 q' de alpha p de alpha est négatif. Pas de bête, non, oui c'est bien ça. Est négatif. Et puis c'est une entrée, l'inégalité est renversée. C'est la même chose, c'est positif. Et puis il y a, une condition qui est équivalente à celle-là, que vous verrez dans les notes, et que Boyd a utilisée dans son papier. Bon, alors, comment est-ce qu'on va montrer que c'est une sortie? Qu'est-ce qu'on fait? La preuve est très jolie, parce que là, on utilise à fond le fait que l'on a une courbe algébrique qui est aussi une fonction analytique. Bon. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une branche, je l'ai appelée Z1, mais là, on va l'appeler Z pour simplifier, soit Z de T, la branche telle que Z de 1 égale alpha. Comme je vous ai expliqué, je vais avoir Z' de 1 égale lambda Z de 1, lambda alpha, avec lambda. Alors, comme c'est une sortie, le dessin, évidemment, je l'ai caché, excusez-moi. Comme c'est une sortie, vous voyez que c'est lambda positif, lambda réel positif. Bon, ensuite, Z est une fonction analytique. Petit z est une fonction analytique. Je peux en prendre un développement. Donc, je vais avoir Z de t égale Z de 1 qui est alpha, plus t moins 1, Z' de 1, plus etc. Plus des termes en t-1 carré, etc. Et puis, je vais avoir le Q de Z de t et de t que je vais écrire d'une certaine façon. Normalement, c'est la même chose où je mets t ici, où je remplace Z par Z de t. Mais je l'écris d'une certaine façon. Et vous pourrez vérifier que c'est la même chose. Je l'écris sous la façon suivante. 1 moins t, facteur de Z de t à la puissance n, P de Z de t, plus t fois Q de Z de t. Et ça, c'est donc nul, puisque Z de t, c'est une racine de ce polynôme. Bon, alors maintenant, si je regarde Q de Z, c'est égal à Q de alpha, mais alpha, c'est une racine de Z, plus Z moins alpha, Q' de alpha, plus etc., plus j'ai des Z moins alpha carré, toc, 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 et puis plus etc. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer
j'aurai Q de Z de T égale Z de T moins alpha Q' de alpha. Mais Z de T moins alpha, c'est T moins 1 Z' de 1. Donc là, dans cette chose-là, Q de Z de T, je vais avoir T moins 1 qui va se mettre en facteur. Hein? Je vais avoir égal, en fait, Q de Z de T. Q de Z de T, c'est égal à T moins 1 Q' de alpha Z' de 1 plus des choses en toc en T moins 1 carré, etc. Je reporte là-dedans, en Q de Z de T et de T, et je vois que j'ai un moins T qui se met en facteur. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise Q de Z de T et de T par 1 moins T, et je fais tendre T vers 1. Alors, je fais Q de Z de T et de T divisé par 1 moins T, hein, puis je fais tendre, je prends la limite quand T tend vers 1. Et bien, ça, donc, comme ça, c'était toujours nul, hein, pour T différent de 1, tout ça, bon, ça fait 0. En passant à la limite, je vais avoir encore 0, et je vais avoir, et le calcul fait, je vais avoir que c'est égal à alpha n P de alpha plus, moins Z' de 1 Q' de alpha, et ça, c'est égal à 0. Bon, alors maintenant, j'ai presque fini. C'est que Z' de 1, il est écrit là. Cette chose-là, je vais en prendre la quantité conjuguée. Elle est aussi nulle. Je vais voir, et je vais ensuite remplacer alpha n P de alpha par, puisque Q de alpha égale 0, alpha n P de alpha, c'est égal à moins epsilon à la puissance k P de alpha bar. Donc j'aurai moins epsilon, qu'est-ce que j'ai dit? Alpha à la puissance k P de alpha bar, moins Z' de 1 qui est lambda Z de 1, c'est-à-dire alpha, Q' de alpha, égale 0. Bon. Alors vous voyez, là maintenant, je vais diviser par alpha. Je vais enlever mon signe moins. J'aurai donc epsilon alpha puissance k-1 P de alpha bar égale moins lambda Q' de alpha bar. Je n'ai pas pris la quantité conjuguée encore. Q' de alpha. Bien. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la quantité conjuguée. J'aurai epsilon alpha bar puissance k-1 P de alpha moins lambda, c'est un réel, Q' de alpha bar. Et ça, je le multiplie par Q' de alpha. Alors ça égale 0. Et en multipliant par Q' de alpha, j'ai epsilon alpha bar k-1 P de alpha Q' de alpha égale lambda Q'. Attendez, j'ai fait une erreur de... Mais non, je n'ai pas fait une erreur de signe. Égale moins. Alors excusez-moi, c'est pas égal à 0. C'est égal moins ça, égale moins lambda Q' de alpha Q' de alpha bar. Ça, c'est un nombre réel positif. Ça, c'est positif. Donc ça, c'est une quantité négative. Et vous savez que si c'est une sortie, cette quantité-là est négative. C'est ce que je voulais montrer. Bon, c'est renversé lorsque c'est une entrée. Je pense que mon temps est écoulé. La prochaine fois, je continuerai. Hein. Voilà.